production Amerlmage Spectra avec la collaboration de TFO, TV Ontario. Une émission de Michel Cloutier, producteur exécutif Luc Châtelain, producteur Alain Simard et Pierre Touchette. Titre Village et visage, Pincourt, 2003. Un vieux clip en noir et blanc montre le village d'autrefois. Le château d'eau de Pincourt domine le village. On voit le Dover Hotel d'autrefois. Au temps présent, un tracteur roule au centre du village. Une belle église borde la route principale du village. Des vieilles images en noir et blanc montrent des écoliers jouant dans une cour de récréation. Depuis longtemps, les écoles de Pincourt ont joué un rôle important dans la communauté et ont tissé des liens étroits entre les gens de la région. Des liens, à ce jour, restés solidement noués. Résident Edmond Chauvrin. Quand on est aveugle, c'est pas facile de souper, hein? On peut s'organiser pour le déjeuner parce que le grille de pain, là, puis le dîner, on fait réchauffer de la soupe dans le micro-ondes, mais le souper, c'est pas facile. Puis, ça fait quand même 10 ans, là, que je viens souper ici tous les soirs. On l'a adopté comme un petit papa. Alors, M. Chauvin, prenez votre place comme d'habitude. Ah. Toi aussi. Allez-y. OK, moi, je vais revenir dans 2 minutes. Une bonne journée, je ne sais pas à propos de quoi, mais il nous avait demandé si on serait intéressé d'aller voir une joute de hockey les Canadiens puis les Red Wings à Détroit. Puis lui, il s'occuperait de chauffer l'autobus et puis nous faire certain qu'on avait des billets pour se rendre là. Mais c'était une de ces vieilles autobus Réo, je ne sais pas si tu as connu ça, mais c'est à peu près 47. Puis il faisait un froid mortel comme à soir. On y avait goûté. Pas de chaufferette, pas de... Mais je te dis qu'on se souvient de notre joute de hockey. Le retour avait été assez difficile. Mais c'était une chance qu'on avait quelques cigarettes pour se réchauffer dans l'autobus. À ce temps-là, on avait 13, 14, 15 ans, et puis on aimait ça fumer. Mais on a passé ce stage-là maintenant. À nous autres, mais toujours, hein? Oh oui. François est un de mes anciens élèves à l'école secondaire. Un clip en noir et blanc montre un tracteur descendant une route de campagne à toute vitesse. De nos jours, un puits de pétrole est situé sur un terrain agricole. Pincourt est au milieu d'une région agricole qui, comme tant d'autres, a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de grandes fermes mises au pas à l'économie mondiale. Il y a 25 ans, le village était plus tranquille. Les gens étaient moins centrés sur le monde, mais plus sur les besoins locaux. La culture était moins américanisée et plus traditionnelle. Ainsi, l'identité culturelle trouve encore terrain fertile dans la famille, comme ici, chez les Lauzon de Grande-Rivière. Un panneau indique la Villa Lauzon depuis 1913. Là, on coupe la pâte dans des petits carrés qui va faire des poutines. On a toujours appelé ça des poutines prochainement. On fait cuire une coupe de poulet ou un poulet. Puis avec ça, après que c'est cuit, on prend une tasse de bouillon, une tasse d'eau froide. Puis on démêle ça avec de la farine. Puis on fait nos pâtes. Elle remue les ingrédients, puis remet le couvercle du pot. La tradition vient de nos grands-parents. Quand on allait chez ma mère. Bien, c'est d'abord un mets qui coûtait pas cher à faire parce que c'était fait à base de farine. Et puis, vu qu'il y avait des grandes familles, alors il les nourrissait aux poutines. Puis c'est un mets l'hiver qu'on servait et puis qui remplissait tout le monde et puis qui était agréable aussi. Puis c'était servi avec le poulet qu'ils élevaient sur la ferme. Alors, c'était ce qui était un mets qui coûtait pas beaucoup d'argent à faire. C'était moins dispendieux. Et puis, il vivait surtout la chasse et la pêche dans la région. Ici, dans la région, on est entouré du lac Saint-Clair, le Marais. Alors, il faisait la chasse au canard, la chasse au rat musqué. Et puis, l'hiver, l'hiver comme l'été, il allait à la pêche. Alors, il vivait surtout de la terre et de la mer, si on peut dire, le lac. Alors, de la chasse et la pêche. C'est mon cousin Roland qui vient d'arriver. Le musicien.
le violoniste, l'homme a pu faire. Ben non. Allô, Mika! Bonjour. Ah, t'es en forme aussi? Rachel est la comédienne qui a joué ici dans Les Voisins. C'est bien beau, Dans Les Voisins et elle a joué dans Les Belles-Sœurs. Et Rosalie, ma sœur, a joué dans Les Belles-Sœurs également. Ça, j'ai aimé ça. C'était une belle expérience. Mais c'était notre première pièce de théâtre ici, pour notre communauté. Puis on a vraiment apprécié ça. On a eu au moins 500 personnes qui sont venues. On était vraiment étonnés. Alors, j'ai toujours adoré l'art dramatique, mais j'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion d'aller dans une pièce, ici, dans la petite communauté, ici à Pingou et Grande-Pointe. Mais c'est grâce à Roger qui est parti le théâtre, alors on a la chance de participer à ça. Là. Une large volée d'oiseaux vole dans le ciel au-dessus du village. Un petit quai en bois est situé au bord d'une rivière tranquille. Une grande usine est entourée de petits sapins. À l'extérieur de l'église de Pincourt pend une large cloche. À l'intérieur de l'église, Diana Blair joue des grandes orgues. Ça fait 30 ans que je dirige la chorale et puis qu'on chante depuis qu'on est petite. Depuis l'école. Oui. Quand on a commencé à l'école, la chorale était bien importante. Et puis nos maîtres, nos maîtresses sont tout le temps intéressées dans la musique. On avait tout le temps des bons maîtres, des maîtresses pour enseigner la musique. So, aussitôt qu'on commence à l'école, la chorale est importante. Ça, c'est Madame Jeannette Graham. Déjà Emery. Et puis ça, c'en est une qui est bien dévouée, qui vient à nos pratiques, qui chante avec nous autres et puis qui a beaucoup à faire avec l'Église. Moi et Dora, on a été à la même école. Oui. Ça, c'était à l'école La 10 qu'on appelait ça. Oui. Et puis Jeannette, et puis qui d'autre? Eux autres ont été à l'école de la 9. Les numéros veulent dire la 10e concession. À ce temps-là. La 9e concession. Oui. Et on va à une école à presque toutes les concessions dans ce temps-là. On appelait ça une école à 2 bords. On avait la première année jusqu'à 4 sur un côté, puis les 5 à 8 sur l'autre côté. Puis il y en avait une pas loin, disons 1 000 ce côté-là, puis 1 000 ce côté-là, puis 1 000 l'autre côté. Ça, c'était nos écoles à Grande-Pointe. Puis voilà madame qui arrive. Ordinairement, quand j'arrive en retard, vous chantez. Oui, mais on chante pas aujourd'hui. On attendait pour toi. Ça, c'est Madame Angeline Marantette. Elle a une belle voix. Ma mère. Moi, je dis rien, c'est comme ça. Puis moi, j'ai marié son cousin. Un enchaînement d'images du passé montre des écoliers de Pincourt s'amusant sur un terrain de jeu pendant la récréation. 2 enfants rentrent de l'école, passant sur le trottoir devant une grande maison. Un camion descend sur une route de campagne bordée de champs de blé. De retour au présent, chez la famille Lauzon, 2 petits-enfants se serrent dans les bras. Roland Lauzon feuillette un album des photos. Tu sais que c'est les parents Julien, ça, hein? C'est le même portrait, ça. Ça, c'est les parents Julien. Ouais, c'est la mère de notre grand-père, Julien Lauzon. Cette femme-là. Roger, Rosalie ou Rose? Il l'appelait la Rose. C'était vraiment Rosalie. Les chevaux étaient dans la photo aussi. Oui. J'ai juste eu ça au mois d'avril, l'année passée. Et puis, tant que je l'ai eu, c'est tant que Zéphyr Giffard est mort, j'ai pris un portrait de la famille d'Hélène. Et puis là, j'ai été la voir pour identifier ces garçons. Puis là, elle m'a montré ce portrait-là. Puis quand j'ai vu ça, c'est de là qu'on vient. On doit de là, hein. Toutes nous autres, on vient de là, là. Wow! Les Giffard vivaient à Détroit, hein. Et puis, ils avaient une ferme de végétaux. Et puis, à un point, je sais que ma tante Monodette m'a dit que les hommes buvaient beaucoup.
Puis la famille ont eu l'idée qu'ils voulaient s'éloigner des grandes villes. Et puis ils ont vendu la terre et puis ils ont acheté cette maison ici. C'est sur la 10, ça, ici? Non, je viens de la Grand-Père. Là, c'est le coin. Moi, j'ai toujours été intéressé dans nos ancêtres. C'est important pour moi de savoir nos racines. Moi, j'aime beaucoup ça, des vieux portraits comme ça. Là, ça m'intrigue. J'aime ma famille, j'aime la racine de mes familles, c'est pas mal. Ah, ça, c'est intéressant. Elle ressemble à ma mère. OK. Ça, c'est le mariage à mon père puis ma mère. J'ai dit ça, c'est ta mère. Ouais. Mais c'est drôle, hein? Ils mettaient les voitures, puis les chevaux. Oui. Quand elle dit, ça, c'est le mariage. Mon oncle les passe. Ça, je l'avais. La Fraise, Belle-Île, puis au Villa Lauson. Oui. Là, j'ai une C'est pour ça qu'on nommait la place Villa Lauson. Parce que tout le monde l'appelait mon oncle Villa. C'était pas au Villa, c'était Villa. J'ai passé beaucoup de temps chez mon oncle Villa puis mon oncle Armand. Parce qu'on était plus proches. Puis Jimmy, c'était mon grand ami. Je les aime toutes, mais mon oncle Villa puis mon oncle Armand, là, puis au printemps, ça partait le matin, là, puis ça collectionnait le rhum whisky toute la journée, puis ils remontaient le piège, et puis ils avaient, au printemps, là, dans la saison, ils avaient au moins 50 rhum whisky dans une journée, puis souvent, ils en avaient autour de 100, 120. Puis après l'école, j'allais là, puis j'aidais à enlever les pots. Hein. Mon père disait qu'il mangeait du rhum whisky chaque jour. Chaque jour. Dîner, souper, dîner, souper. De retour à l'église, Diana Blair et ses amis répètent. Enseignante Angéline Marentette. Mon rêve, c'était d'avoir une chorale d'enfants. Puis j'ai réalisé mon rêve. Pendant une quarantaine d'années, j'ai fait chanter des enfants. Puis je veux recommencer encore là. Ça, tu connais tous les enfants autour? J'ai enseigné au-delà de 1000 élèves. Ah, tu enseignes aujourd'hui? Non. Demain. Ailleurs, dans une salle de classe primaire, Quand je reçois un téléphone pour aller remplacer, là, je suis aux étoiles. Tu sais, j'aime tellement ça. Angéline serre les enfants dans ses bras. Ah, bon. Ah, t'es fine. Merci. Ah, ça, c'est fin. Je pourrais manger. Vous laissez-vous manger comme le loup? Quand j'étais pas de bonne humeur quand j'enseignais, je disais aux élèves, vous tombez sa batterie. Puis aujourd'hui, quand c'est juste le contraire, je reviens enseigner et ils rechargent mes batteries. Quel âge as-tu maintenant? Quel âge que tu penses que j'ai? 60. Oh, t'es pas mal proche. 58. Oh, merci, toi aussi. 65. Oh, monte. 72. Ah, il a figuré ça dans sa tête. Hein? Il a figuré ça en lui. C'est un mathématicien, ça. Oui, c'est vrai, j'ai 72 ans. Oh, quand j'ai commencé, veux-tu que je te dise, va te l'écrire au tableau, ça vaut la peine. Regarde, là, quand madame, la première année d'enseignement, son salaire était 1500 $. C'était beaucoup dans ce temps-là. Oui, c'était beaucoup. C'était pas exorbitant, mais c'était beaucoup. Parce que les choses n'étaient pas dispendieuses comme aujourd'hui. Madame, qu'est-ce que tu faisais pour le passe-temps quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton passe-temps? Regarde la télévision. Oh, ben, j'avais pas de télé. Ça, c'était une chose que je faisais pas. Soit on faisait du patin à roulettes, bicyclette. Mais j'avais pas de bicyclette, puis j'avais pas de patin à roulettes. C'est mes amis qui me prêtaient leur bicyclette, puis leur patin à roulettes. J'ai tellement désiré avoir une bicyclette. J'ai dit le premier chèque que je vais faire, là, je vais m'acheter une bicyclette. Puis je vais en acheter une aussi.
Ah oui, j'ai marché à l'école, moi. J'avais juste 6 ans, pas d'autobus. Une petite fille écoute attentivement, puis elle sourit de bon cœur. Dans un champ de ferme, un tracteur laboure la terre. Il y a des gens dans la communauté de Grand Point, par exemple, qui m'ont dit, bon, ben, on aurait aimé ça aller au high school, la grande école. Oui, ça, je me rappelle. Mais le système de transport n'existait pas, alors ils ont pas eu l'occasion où ils devaient travailler sur la ferme pour aider leurs parents, et c'était des grandes familles, et puis alors il n'y avait pas l'occasion, mes parents sont allés jusqu'à la 5e, 6e année. C'est vrai, parce que j'en connais. Et puis mon père, il marchait à l'école ici sur la 9e, à pied, nu-pied, parce que son père ne pouvait pas se permettre de lui acheter une paire de souliers. Des vieilles granges restent abandonnées sur une petite ferme. Ailleurs, on voit les grands silos métalliques d'une plus grande ferme. De retour chez la famille Lauzon. À ce moment-là, c'était de survivre. Je pense à mes grands-parents quand ils sont arrivés ici. Ma grand-mère, mon père nous racontait ça. Il partait à 4 heures du matin pour aller au marché vendre les volailles. Là, tu sais, il préparait tout ça. Puis les œufs. Alors, c'était à survivre à ce moment-là. C'était pas juste penser à nous autres, mais juste assurer que la famille avait quelque chose à manger. Alors, tu sais, il travaillait du matin au soir, puis il n'y avait pas les machines non plus, là. Les moissonneuses-batteuses, comme mon père disait. Dans le champ de blé, on avait un panier, on enlevait les épis, tu sais. Alors, c'était beaucoup de travail. Mais tu sais, quand il nous racontait ça, on ne peut pas croire que ça se passait dans ce temps-là. Il n'y avait pas de cours pour les agriculteurs de la région qui voulaient apprendre la mécanique. Hein? Oui, qui voulaient apprendre les métiers. Alors, c'était une école plus académique. Alors, ce qui est arrivé, beaucoup de nos agriculteurs sont allés à l'école secondaire anglaise où ils ont eu l'occasion d'apprendre la charpenterie, l'électricité, la mécanique. Et puis, alors, on a perdu ces gens-là, ces agriculteurs-là qui sont restés, en fait. Les gens qui voulaient travailler dans les bureaux. Alors, c'est un peu ironique que l'école secondaire n'offrait pas des cours pour les gens qui étaient pour rester dans la communauté, des agriculteurs. Alors que les gens qui sont allés pour des raisons académiques, ils sont allés à l'école normale, ils sont devenus des professeurs, beaucoup de ces gens-là, à part des enseignants, ne sont pas restés dans la région parce qu'ils sont allés dans les grands centres francophones. Roland Lauzon joue du violon, entouré de sa famille qui frappe dans leurs mains avec la musique. Une toute petite fille danse et tape des mains avec la musique. J'ai pas encore perdu cette... Je sais pas là, comment est-ce qu'on dit ça. Il y a un mot, là, que je suis pas mon aise, je suis pas à l'aise. La gêne. C'est pas la gêne, parce qu'il y en a qui peuvent pas croire que je suis gênée. Mais c'est de m'exprimer. J'ai toujours peur de faire une faute. Tu sais, on dirait que je sois c'est ce qu'on plus appelle naturelle. l'insécurité linguistique. Bon, c'est le mot, ça. Je cherchais le mot, là. L'insécurité. Ouais. Même si je suis consciente que j'ai enseigné. Alors... Ben, moi, c'est la même chose. Quand je vais au Québec là, ou en France, j'ai toujours peur que les gens, aussitôt que je vais m'exprimer, que les gens vont porter un commentaire sur ma langue. Puis c'est arrivé. Pour ça, hein, je suis allé à Québec une fois, puis j'ai dit le mot merci, puis tout de suite on dit « Ah, toi, t'es anglophone. » J'ai dit « Non. » C'est que les gens ne comprennent pas que, bon, nous, on a toujours vécu en milieu minoritaire, puis eux, ils ont toujours vécu en milieu majoritaire. Alors, ils savent pas ce que c'est de vivre dans un milieu où il y a le contact des langues, le français et l'anglais. L'anglais étant la langue de pouvoir, la langue dominante dans la région. Et puis comment que nous, tous les efforts qu'on doit faire pour maintenir la langue et la culture française ici dans la région, c'est un tour de force pour nous. Et puis je pense que c'est ça, c'est cette incompréhension-là qui me frustre, de savoir que les gens ne connaissent pas cette histoire-là, puis qu'ils ne connaissent pas la réalité qu'on vit ici dans le sud-ouest Ontario comme minorité. Puis moi, je trouve que le patois, notre patois de la région ici, c'est un beau patois français. Puis nos parents nous l'ont conservé, alors nous autres aussi, il faut le conserver. On leur doit ce respect-là. C'est un respect qu'on leur doit. On parlait du plancher d'eau, par exemple. Hein, c'est une expression qu'on utilisait. Oui, mes parents ils parlaient du plancher d'eau. d'eau. C'était pas le plafond, c'était le plancher d'eau. Tu sais? Le père et puis la mère à maman sont venus de Québec dans les 1800. Ils sont venus ici, ils sont enfants dans les 1800. J'ai attendu le patois toutes ces années-là, en grandissant.
Je pense que j'avais presque, je dirais, peut-être bien 10 ans, 11 ans avant que je puisse parler un mot d'anglais. Et puis, c'est difficile quand tu sortais de la paroisse. Pas ce temps-là, on commençait à sortir, aller au plus loin. Et puis, on a appris vite, par exemple. On parle français entre nous autres. Qu'on soit au restaurant ou qu'on soit... Si c'est entre nous autres, mais je veux dire, si on est avec d'autres, des Anglais, bien là, on parle pas français à cause de ça, par pure politesse, je pense. Oui. Mais on n'a pas perdu notre français pour dire à la maison. Comme moi, j'ai marié un Anglais. Mon nom était à Bordeaux, mais ça a changé. Et puis, on a plusieurs autour qu'on marie. Des Anglais, des Allemands, des Belges, beaucoup de Belges autour. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tenus debout depuis longtemps, puis qui ont toujours maintenu le fait français, surtout les femmes, les mères de famille, qui ont insisté qu'on parle français dans la maison. Ça, c'est quelque chose, ça. Très souvent, au Québec, on ne réalise pas ça parce que les autres, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de ça. On parle naturellement français, là. Ici, on est entouré d'anglais, on est noyé dans l'anglais. Alors, si on veut que les enfants apprennent à parler et qu'il y ait de la fierté, il faut absolument y tenir. Puis il faut absolument que le foyer reste français. Si le foyer n'est pas français, il n'y a pas de fierté, puis les enfants n'apprennent pas à parler français. Puis ils y tiennent pas parce que pour eux autres, il n'y a rien là. Le ril du pendu. Rollon joue de son violon. Souriant, tous les membres de la famille Lauzon frappent dans leurs mains. Grand-maman parle français. C'est français. Alors, eux autres, ils ont déjà vu ça depuis qu'ils ont 6 mois, 1 an. Ils savent que chez grand-papa, grand-maman Caron, ça parle français. Alors, eux autres, ils ont toujours vécu avec ça. Puis, ils ont 18 ans aujourd'hui, 18 ans, 17, 16, 15. Mais ils savent qu'en arrivant ici, là, c'est français. Puis, ils acceptent le fait, eux autres. Puis même qu'ils sont contents de le faire. Ce qu'elle dit est tellement vrai. Moi, j'ai des petits-enfants. J'ai des enfants qui sont éparpillés partout au Canada. Donc, j'ai des petits-enfants à Victoria, en Colombie-Britannique. J'ai des petits-enfants à Ottawa. J'ai des petits-enfants à Cornwall. J'ai des petits-enfants à Kingston. J'ai des petits-enfants à London. Et puis, franchement, là, mes petits-enfants, j'ai pas besoin de leur demander de me parler français. C'est automatique. Grand-papa, là, on parle français. Ben oui. Alors, ils s'adressent en français à moi parce qu'ils me respectent, ils m'aiment. Oui. Parce que moi, je les aime. Puis, franchement, ils savent que ça, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, eux autres, ils parlent français. Tout le temps. Des fois, il y en a qui ont de la misère. Parce qu'en fait, compte, c'est tellement... Ils sont tellement, je dirais... ils sont noyés dans la langue. Puis l'entourage anglais, qu'il y a bien des expressions, des fois, ils ont de la misère. Je ne fais rien. Ils cherchent, puis même ils me demandent. Mais comment tu dis ça en français? Moi, je veux mettre tous mes efforts dans les organismes francophones. Je veux peut-être obliger à aller à une rencontre puis justifier pourquoi que moi, je devrais avoir le droit à m'adresser en français, moi, je voudrais avoir mes procès-verbaux de la réunion du conseil paroissial en français. T'sais? Et puis que j'aimerais être capable d'exprimer mon opinion puis me faire comprendre par les gens qui sont autour de la table. Mais si tu as seulement l'anglais comme langue, tu peux pas me comprendre comme individu parce que t'as pas mon vécu non plus. Et puis moi, je préfère mettre tous mes efforts dans des organismes francophones, aller à des réunions où les gens vont s'exprimer en français, où je vais être capable de faire quelque chose pour ma langue, ma culture. Et j'ai pas ce sentiment-là dans les organismes paroissiaux parce que je me dis, va falloir que moi je sacrifie ma langue et ma culture pour faire partie de ça. Et puis je veux pas. En hiver, des morceaux de glace flottent sur la rivière Détroit. Les grands immeubles de Détroit, États-Unis, vus des berges de Windsor. C'est que ici, là, on est tellement près des États-Unis qu'on souffre de l'américanisation. Oui. Tout ce qui se passe aux États-Unis,
nécessairement influence nos jeunes et la population en général. C'est pas une question d'anglais. C'est une question simplement du fait que les États-Unis, c'est tellement gros, il y a tellement de choses à la télé, et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à maintenant, j'espère que ça va pas se maintenir, ce qui est canadien a toujours été plus centré sur le respect de l'individu et puis le fait qu'on est prêt à accepter les sacrifices pour que l'autre puisse vivre autant que nous autres. Aux États-Unis, le grand problème, c'est que tout compte autour du dollar. Si ça amène de l'argent, si on peut faire de l'argent, ça va. Si c'est pas capable de payer, arrange-toi. T'as pas été capable de faire de l'argent, toi, c'est ta faute. T'as été paresseux ou t'as été ci, t'as été ça. C'est l'attitude américaine, ça. C'est pas encore l'attitude canadienne. On est encore beaucoup plus sensible au point de vue vie sociale sur ce point-là. C'est la grande différence. Dans le salon, les hommes et les femmes dansent en couple. Quelque chose que je retiens d'une participation à un congrès en Russie, une dame avait présenté, puis elle avait mentionné, elle a souligné que une langue, c'est une vision du monde. Alors, c'est pour ça que c'est important, parce qu'en Russie, on a le même problème là, pour la préservation, la conservation des langues minoritaires. C'est que aussitôt qu'une langue disparaît, puis il y a beaucoup de langues dans le monde qui sont en train de disparaître, tu perds une vision du monde, une façon de voir le monde. Une langue, c'est une façon de voir le monde. Deux petites filles dansent ensemble pendant que Roland joue de son violon.